Je m'appelle Léa Fontaine, j'ai 27 ans. Mardi dernier, j'étais assise dans le bureau d'un notaire, regardant toute ma famille exulter en apprenant qu'elle héritait de plusieurs millions de mon grand-père, tandis que je tenais une enveloppe jaunie ne contenant qu'un numéro de téléphone. Ma cousine a ri si fort qu'elle a dû s'agripper au bras de ma tante. Mon oncle a levé son café comme un toast. Le notaire, lui, restait immobile, les mains jointes, m'observant comme on observe quelqu'un ouvrir une porte qu'il ne pourra plus jamais refermer. Tout le monde dans cette salle avait déjà dépensé son héritage dans sa tête avant même que l'encre ne sèche. Et moi, j'étais la blague de la famille, celle qui avait abandonné ses études, celle qui vendait des meubles pour vivre. Ils m'avaient rayé depuis longtemps. Cette enveloppe, pour eux, en était la preuve finale. Mais voici ce qu'aucun d'eux ne savait. Tout a commencé lundi matin, quand le téléphone a sonné à 6h14. Ma mère, Sylvie, n'appelle jamais avant 9h sauf si quelqu'un est mort ou qu'elle a besoin de quelque chose. Ce jour-là, c'étaient les deux. Ton grand-père est décédé cette nuit, a-t-elle dit sans trembler. Le notaire lit le testament demain à 14h, habille-toi correctement. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Mon grand-père Robert, 83 ans, avait bâti une entreprise de promotion immobilière à partir d'un simple duplex rénové en 1979. Pour moi, c'était l'homme qui gardait toujours de la sueur dans ses poches de chemise et qui m'apprenait, chaque dimanche dans son atelier, à poncer une planche jusqu'à ce qu'elle glisse comme de l'eau sous les doigts. J'ai conduit jusqu'à sa maison à Vesoul. La voiture de ma cousine Camille était déjà garée en travers de l'allée. Mon oncle Bertrand était sur le perron, un verre de whisky à 9h du matin, disant à sa femme, « C'est enfin notre tour ». Ma mère m'a accueilli à la porte, m'a détaillé de haut en bas. J'ai déjà parlé au notaire. Il laisse tout à ceux qui l'ont mérité. Elle m'a conseillé de m'habiller correctement pour demain, avant de tourner les talons. Je me souviens du dernier repas de famille, 4 mois plus tôt, 14 personnes autour de la table de Robert. Ma mère, debout en bout de table, initiait le traditionnel tour de table des réussites. Camille a annoncé son deuxième tour de financement pour sa start-up. Applaudissements. Puis mon tour est arrivé. Et Léa, a dit ma mère avec cette pose théâtrale qu'elle affectionne, Léa vend toujours des meubles. Rire poli, mais qui coupe plus profond que des cris. Depuis l'autre bout de la table, Robert a tapé son verre. Elle gère tout ce magasin, l'inventaire, le personnel, les comptes. Ça s'appelle avoir des responsabilités. Ma mère a balayé l'air de la main. Papa, ne la couvre pas. Plus tard, dans l'atelier, Robert m'a regardé longuement. Ne crois jamais qu'un diplôme dit qui tu es vraiment. J'ai tout arrangé, Léa. Le lendemain, dans le bureau du notaire à Besançon, j'ai vu ma cousine et son mari chuchoter près de la fontaine à eau, évoquant des millions et se demandant qui dirigerait désormais l'entreprise. Ils ne m'ont pas vu arriver. Le notaire, Maître Lantier, a ouvert le dossier. Bertrand recevait la maison de vacances et 800 000 euros. Ma mère, l'appartement de Besançon et 600 000 euros. Camille et son mari, 500 000 euros plus le portefeuille d'investissement. Puis vint mon nom. Une seule enveloppe scellée, à remettre uniquement à la destinataire. À l'intérieur, un simple numéro à 10 chiffres, et une ligne, appelle quand tu seras prête. Pas un chèque, pas une propriété. Le silence a tenu 3 secondes, puis Camille a éclaté de rire. Ma mère aussi. Tout le monde a suivi. Sur le parking, ma mère m'a rattrapé. Il savait que tu ne pourrais pas gérer un vrai patrimoine. Bertrand a posé sa main sur le toit de ma voiture. Si cette enveloppe concerne l'entreprise, ça passe par moi, je suis directeur depuis 10 ans. Je n'ai rien répondu. J'ai composé le numéro depuis ma voiture verrouillée. Une voix d'homme, calme, je vous attendais, mademoiselle Fontaine. Je m'appelle Maître Vasseur. Votre grand-père m'a nommé il y a 20 ans. Nous devons parler en personne. Le lendemain, dans son cabinet à Dijon, j'ai appris que Robert avait créé une fiducie irrévocable en 2004, dont j'étais l'unique bénéficiaire, entièrement distincte du testament, insaisissable par tout recours judiciaire. Valeur estimée, 35 millions d'euros, incluant l'intégralité de l'entreprise. Pourquoi moi, ai-je demandé, je n'ai même pas de diplôme.
Maître Vasseur m'a répondu ce que Robert lui avait confié, celle qui est venue quand je suis tombée, sans jamais demander ce que je pourrais lui laisser, c'est elle que je choisis pour garder ce que j'ai construit. Il avait observé sa famille pendant 20 ans. J'étais la seule à être venue. Il y avait une clause, si je n'avais jamais appelé, tout serait allé à une fondation caritative. Et une clause de non-contestation, quiconque attaquerait la fiducie verrait sa part du testament gelé pendant des années. J'ai signé. J'ai reçu une lettre personnelle de Robert, écrite de sa main tremblante, j'ai regardé cette famille longtemps, je sais qui construit et qui brûle tout. Tu es venu en janvier quand les autres ne venaient qu'à Noël. Je ne te donne pas de l'argent, je te donne une responsabilité. 3 mois plus tard, Bertrand a contesté la fiducie, perdu, épuisé ses économies en frais d'avocat, et sa femme est partie chez sa mère. Camille, dont l'entreprise s'effondrait, est venue me voir, sincèrement brisée cette fois. Je lui ai proposé, non pas de l'argent, mais une chance de faire concourir son produit auprès de notre entreprise, comme n'importe quel prestataire. Elle a accepté, et son produit s'est révélé excellent. Ma mère, ruinée par son divorce, m'a avoué un jour dans un café qu'elle avait eu tort, sans jamais dire pardon, mais c'était déjà beaucoup pour elle. Bertrand, 6 mois plus tard, a laissé tomber son procès et m'a demandé s'il pouvait rejoindre l'entreprise. Je lui ai proposé de passer par le même processus de recrutement que n'importe qui, sans titre particulier. Il a accepté, humblement. Aujourd'hui, 1 an après, nous sommes réunis à la table de Robert, celle qu'il a construite lui-même en 1985. Sa chaise reste vide, un bouquet de fleurs jaunes posé dessus. Ma mère prépare le repas pour la première fois depuis 10 ans. Ce n'est pas guéri, mais nous sommes là, ensemble. J'ai construit, avec la fiducie, un projet de logements sociaux dans ma ville natale, celle où je vendais des meubles, celle où personne ne pensait 2 fois à moi. On l'a appelé le coin de Robert. Il n'a pas laissé que de l'argent. Il m'a laissé sa confiance. Et si vous êtes assis quelque part aujourd'hui, sachant que ceux qui devaient vous aimer ont décidé que vous ne valiez rien, sachez que votre valeur ne se décide pas à leur table. Elle se construit dans le silence, quand personne ne regarde. Si cette histoire vous a touché, dites-le en commentaire, et abonnez-vous pour la suite.